Donc nous allons aborder un résumé sur la maladie coronaire. Le premier élément, ça va être un rappel anatomique du réseau coronaire. Donc on a deux coronaires, la coronaire gauche et la coronaire droite. Sur le schéma anatomique de gauche, on va décrire les différents constituants de la coronaire gauche. La coronaire gauche débute par le tronc commun gauche qui va se diviser en deux artères principales, la circonflexe qui chemine dans le sillon auriculo-ventriculaire gauche et l'artère interventriculaire antérieure qui va cheminer sur la paroi antérieure du ventricule gauche. L'artère interventriculaire gauche va donner des branches diagonales qui vont vasculariser la paroi antérolatérale du ventricule gauche et des branches septales qui vont vasculariser le septum interventriculaire. La circonflexe pourra donner des branches latérales qu'on ne voit pas sur le schéma, qui sont ce qu'on appelle les branches marginales. Concernant la coronaire droite, eh bien on va regarder le schéma de droite qui est un coroscanner reconstruit. La petite flèche avec le chiffre 4 correspond au début de la coronaire droite, ce qu'on appelle le segment proximal. Puis après, il y a un segment vertical qui s'appelle le segment 2, puis ensuite un segment horizontal qui s'appelle le segment 3. À la fin du segment 3, il y a une séparation entre deux branches, la rétroventriculaire postérieure, RVP, qui va vasculariser la paroi inférieure du ventricule gauche, et l'interventriculaire postérieure, IVP, qui va vasculariser le septum interventriculaire inférieur. Il existe des variants anatomiques en fonction de la dominance coronaire. À peu près 2/3 des patients ont un réseau dominant droit, c'est-à-dire que c'est bien la coronaire droite, comme je vous l'ai décrite, qui va donner à la fois la rétroventriculaire et l'interventriculaire postérieure, et donc vasculariser l'ensemble de la paroi inférieure du ventricule gauche. Et en cas de dominance gauche, à peu près 1/3 du cas, c'est la circonflexe qui va vasculariser la paroi inférieure par la rétroventriculaire postérieure et l'interventriculaire postérieure. Il existe également des réseaux qu'on appelle équilibrés, qui est une variante intermédiaire entre ces deux situations un peu caricaturales. La maladie coronaire est nommée en fonction du nombre de vaisseaux atteints. On parle de maladie monotronculaire quand un seul tronc est atteint, donc l'IVA ou la circonflexe ou la coronaire droite. On parle de maladie bitronculaire quand deux troncs sont atteints, c'est-à-dire soit le tronc commun gauche, puisque cela correspond à la fois à l'IVA et la circonflexe, ou bien donc IVA et circonflexe sans atteinte du tronc commun gauche, ou IVA plus coronaire droite, ou coronaire droite plus IVA. L'atteinte tritronculaire signifie l'atteinte des trois vaisseaux, donc soit le tronc commun gauche et la coronaire droite, soit l'IVA plus la circonflexe plus la coronaire droite. Le pronostic de la maladie est plus péjoratif en fonction du nombre des vaisseaux coronaires atteints. À l'aide de l'électrocardiogramme, on peut identifier les territoires coronaires, notamment l'artère interventriculaire antérieure qui vascularise la paroi antérieure, le septum et l'apex, donc la pointe du ventricule gauche, peut être observée sur un électrocardiogramme sur les dérivations de V1 à V4. Les électrodes V5, V6 permettent d'identifier la paroi latérale basse sur l'électrocardiogramme, donc plutôt la perfusion par la circonflexe et ses marginales qu'on peut voir sur l'image coronarographique centrale. Et puis les dérivations D1 et AVL correspondent davantage à la paroi latérale haute, donc les diagonales. Et donc souvent quand on a des signes d'ischémie aiguë sur la diagonale, c'est aussi que l'IVA est bouché, donc on peut avoir des signes d'ischémie de V1 à V4 plus D1 et AVL ensemble. Concernant la paroi inférieure, ce sont les dérivations D2, D3 et AVF sur l'électrocardiogramme qui nous permettent de renseigner une souffrance au niveau de la paroi inférieure. Donc maintenant qu'on a eu ces prérequis, on va diviser deux situations particulières. La première, c'est la maladie coronaire stable. La maladie coronaire stable, elle correspond à une sténose de l'artère coronaire progressive qui va dépasser les 50 voire les 70%. Et cela va se faire sans risque aigu. Les symptômes vont apparaître en général progressivement. Il n'y a pas de rupture de plaque athérothrombotique. Donc cette maladie coronaire stable, elle est favorisée par la présence des facteurs de risque cardiovasculaire.
Il existe différents modes de présentation. Ça peut être ce qu'on appelle l'angor ou angine de poitrine, qui est dans sa forme typique une douleur thoracique à l'effort, constrictive, rétrosternale, qui cède au repos ou à la prise de tyrinitrine. Il existe des équivalents moins spécifiques de douleur thoracique, et dans certaines situations, il n'y a pas de douleur, mais il peut avoir une dyspnée d'effort ou de repos avec de l'insuffisance cardiaque, qui est en général le cas d'une maladie coronaire étendue, même si elle est stable. Et puis, le patient peut percevoir des palpitations ou des malaises à l'effort, qui sont le signe d'un trouble du rythme induit par l'ischémie coronaire à l'effort. Alors, comment suspecter cette maladie coronaire sur point d'appel clinique ou chez des patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire faisant évoquer le risque d'une maladie silencieuse? On va réaliser un test d'ischémie myocardique pour voir s'il reproduit la douleur, provoque des anomalies électriques ou de perfusion. Donc on a plusieurs possibilités. Le test d'effort sourd cycloergomètre qui est peu sensible, c'est-à-dire qu'il ne va pas dépister de façon massive l'ensemble des patients portant une maladie coronaire. On a des outils qui sont plus efficaces pour diagnostiquer la maladie coronaire, c'est notamment la scintigraphie, où on va réaliser à la fois un test d'effort ou une injection d'un produit pharmacologique qui va mimer l'effort. Parfois, on peut coupler les deux. On va analyser la perfusion du cœur en scintigraphie au repos à l'effort pour voir s'il y a une ischémie visible. Le dernier examen qu'on peut faire, c'est l'échographie d'effort, où on fait pédaler le patient ou la patiente sur une table spécifique. Et en même temps, on va regarder en échographie la contractilité cardiaque, qui va nous permettre de voir éventuellement des troubles de la cinétique segmentaire. Chez des patients qui ne peuvent pas pédaler, on peut remplacer par un médicament, notamment la dobutamine, pour provoquer un stress myocardique et rechercher l'ischémie. La certitude diagnostique de la maladie coronaire nécessite une confirmation anatomique, donc on peut réaliser un coroscanner éventuellement, l'image que vous voyez sur la gauche de l'écran, ou une coronarographie, où là on peut voir une sténose au niveau de l'IVA. Quel est le traitement de la maladie coronaire stable? Le premier élément est le traitement médical et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc notamment le sevrage tabagique, le contrôle de l'hypertension, du diabète, d'une dyslipidémie et lutter contre la sédentarité. On va utiliser des antiagrégants plaquettaires et en première ligne c'est l'aspirine, des anti-ischémiques si le patient a des symptômes, notamment les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques et les dérivés nitrés, qui peuvent être des traitements soit préventifs, soit des traitements de crise pour les dérivés nitrés sublinguaux, qu'on peut donner uniquement en cas d'apparition d'une douleur thoracique d'effort. On va mettre en place un traitement hypolipémiant par statine en première ligne et bien sûr proposer de l'activité physique régulière et de la rééducation cardiaque. On peut également proposer une prise en charge interventionnelle pour revasculariser les lésions par angioplastie ou pontage selon les symptômes par rapport au traitement médical établi et l'étendue des lésions coronaires. Donc là, vous voyez une image de coronarographie. Sur la gauche, la flèche blanche montre une sténose significative de l'artère interventriculaire antérieure. L'image centrale montre le positionnement du stent après une première prédilatation. Les deux points noirs correspondent aux extrémités du stent. Et puis sur l'image de droite, vous voyez le résultat après déploiement du stent et disparition de la lésion coronaire. On peut également, dans les formes les plus sévères, proposer des pontages aortocoronaires. Donc, idéalement, le chirurgien prend les mammaires internes, donc, qui sont des artères qui naissent des sous-clavières, donc la mammaire interne droite MID, la mammaire interne gauche MIG, et parfois des greffons veineux avec une saphène. Vous voyez sur les images de gauche le pontage mammaire interne droit qui part de la sous-clavière, qu'on contrôle en coronarographie, et qui va déboucher donc sur la CD, la coronaire droite. Sur les images de droite, vous voyez le pontage mammaire interne gauche partant de la sous-clavière et qui va s'aboucher au niveau de l'artère interventriculaire antérieure. Cela permet une perfusion en distalité au-delà de la lésion coronaire. Le deuxième cadre nosologique, c'est la maladie coronaire instable. Cette situation est relativement différente de la précédente.
Il s'agit en général d'une sténose d'une artère coronaire qui se produit un peu brutalement et qui va être plus sévère, plus de 70 à 90%. C'est lié à une plaque d'athérome instable qui va se rompre dans la lumière du vaisseau et provoquer un mécanisme thrombotique avec activation des plaquettes et des facteurs de coagulation. Cette maladie coronaire instable est également favorisée par les facteurs de risque cardiovasculaire. Elle peut se présenter comme une douleur thoracique persistante, rétrosternale, constrictive, qui irradie dans la mâchoire, dans le membre supérieur gauche, éventuellement dans le dos, c'est la forme la plus classique. Mais parfois, la douleur peut être absente et ça peut être une dyspnée avec des signes d'insuffisance cardiaque, notamment chez les personnes âgées. Et ça peut être un malaise ou un arrêt cardio-respiratoire sur un trouble du rythme ventriculaire lié à l'ischémie myocardique aiguë. Comment réalise-t-on la classification de la maladie coronaire instable? Eh bien, on utilise l'électrocardiogramme en première ligne. Et si sur l'électrocardiogramme, on voit un sus-décalage du segment ST, on parle de syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST, qui signifie l'occlusion d'une des artères principales du cœur. S'il n'y a pas de sus-décalage du segment ST, on parle de syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST, donc ST-. Cette absence de sus-décalage du segment ST peut nous conduire à retrouver un électrocardiogramme parfaitement normal, à retrouver un sous-décalage du segment ST ou des ondes T négatives, et c'est la troponine qui va être dosée qui va nous permettre de classer le patient. Si elle reste normale, ça sera un syndrome coronaire aigu sans sous-décalage du segment ST avec troponine négative, et si elle s'élève, ça sera un syndrome coronaire aigu sans sous-décalage du segment ST avec troponine positive. L'absence de sous-décalage du segment ST peut signifier soit une sténose subocclusive mais non occlusive de l'artère, soit une sténose occlusive d'une artère de petit calibre qui ne peut pas s'exprimer par un sous-décalage du segment ST sur l'électrocardiogramme. Donc la prise en charge dépendra notamment de la persistance de la douleur dans cette situation. Le traitement médical est urgent dans cette situation. Il faut mettre des antiagrégants plaquettaires avec de l'aspirine intraveineuse et associer un inhibiteur du P2Y12, ticagrelor ou prasugrel ou clopidogrel, qui pourra être administré soit au moment de la coronarographie, soit avant en fonction des différentes situations cliniques. On utilisera également de l'héparine non fractionnée ou une HBPM, notamment pour réaliser la coronarographie, et bien sûr une dentalgie, car souvent la douleur est relativement mal tolérée et intense. Le traitement urgent, c'est de reperfuser l'artère, notamment dans le syndrome coronaire aigu ST+. On n'attend pas, on va immédiatement à la coronarographie. Et c'est souvent l'angioplastie coronaire qui est choisie dans cette situation. Quand c'est un syndrome coronaire aigu sans sous-décalage du segment ST, si l'étendue des lésions est majeure et rend l'angioplastie difficile, on peut discuter la réalisation de pontage. Donc là, je vous montre un exemple. Patient qui fait un syndrome coronaire aigu ST+ inférieur, pour lequel on observe une occlusion aiguë de sa coronaire droite sur le schéma de gauche. Sur le schéma central, on voit l'implantation du stent avec l'inflation du ballon qui permet l'expansion du stent. Et sur le schéma de droite, on voit le résultat final qui a reperfusé l'artère. Le traitement médical après la revascularisation doit se poursuivre. On doit contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire comme dans la maladie coronaire stable, sevrage du tabagisme, contrôle de l'hypertension, du diabète, d'une dyslipidémie et lutter contre la sédentarité. Le double traitement antiagrégant plaquettaire doit être en général poursuivi pendant 1 an de façon optimale. Les anti-ischémiques sont ajustés en fonction des symptômes du patient. Et s'il y a une altération de la FEVG liée à l'infarctus, on va proposer la mise en place d'un traitement par IEC, antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes et bêta-bloquants. Les hypolipémiants sont nécessaires et à forte dose d'emblée, statine associée éventuellement à l'ézetimibe et à un inhibiteur de PCSK9 pour obtenir une cible de LDL-cholestérol à 0,55 g par litre. L'activité physique et la rééducation sont également des éléments majeurs en post-infarctus pour améliorer le pronostic de ces patients. Je vous remercie de votre attention.